Sid était un garçon orphelin qui, sorti de nulle part, a été téléporté dans un autre monde. Dans ce nouveau monde, les démons ont gagné la guerre et l'humanité s'est retrouvée sans héros. Sid trouve l'épée du héros et acquiert des pouvoirs divins pour combattre, mais découvre qu'il est seul car personne ne se souvient de qui il est. Il y a de nombreuses années, une guerre massive a éclaté entre 5 races puissantes, toutes combattues pour conquérir le monde. En fin de compte, un héros humain nommé Sid a scellé les autres races et a mené l'humanité à la victoire. Bien après la guerre, nous rencontrons Kai, un garçon laid qui fait un travail ennuyeux, gardant le cimetière où les démons ont été scellés. Un jour, alors qu'il est en rendez-vous avec son cousin, quelque chose d'étrange se produit. Le monde autour de lui commence à avoir des problèmes. Le ciel scintille, le sol tremble, puis un trou noir apparaît, entraînant son cousin. Tout autour de lui s'effondre en quelques secondes. Kai se retrouve soudain au milieu d'une ville vide et détruite. Confus et seul, il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Avant qu'il ne puisse réagir, un démon apparaît et attaque immédiatement. Kai esquive, toujours incertain de ce qui se passe. Le démon lance un autre sort, mais Kai saisit son arme et tire une balle elfique. La balle fonctionne parce que la magie du démon est basée sur l'énergie elfique. Le démon attaque à nouveau et Kai charge en utilisant son arme comme une épée. Il appuie sur la gâchette à bout portant, déclenchant une balle de drac qui explose comme le souffle d'un dragon. Le démon est vaincu. K est choqué. Il n'avait jamais utilisé ses compétences en combat réel auparavant et il ne s'attendait pas à ce qu'elles fonctionnent aussi bien. Un autre démon apparaît, sentant le danger. Il commence à lancer un sort puissant. Juste à temps, les camarades de classe et les amis de Kai arrivent et annulent la magie. Ils s'enfuient tous ensemble dans une voiture. Kai est dépassé. Les choses empirent encore lorsque ses amis les plus proches, Saki et Ashran, ne semblent pas se souvenir du tout de lui. Ils l'emmènent dans un refuge et lui expliquent que l'humanité a perdu la guerre il y a 30 ans. Il ne reste désormais qu'un petit groupe d'humains, vivant sous terre dans le cadre de la résistance. Au refuge, Kai rencontre le commandant de la résistance, Jean, qui est aussi son cousin et sa petite amie. Mais elle l'ignore complètement, ne montrant aucun signe de savoir qui il est. De retour dans sa chambre, Kai cherche des réponses. Il vérifie tous les enregistrements et découvre quelque chose de choquant. Il n'y a aucune mention de lui ou de Sid, le héros qui a autrefois sauvé le monde. Tout le reste correspond à ce dont il se souvient. Les 4 autres héros, un pour chaque race, existent toujours. Mais cette fois, l'humanité n'a jamais eu de héros et les démons ont gagné. Une chose n'a pas de sens. Les cimetières destinés à sceller les 4 races existent toujours. Le lendemain, Kai emprunte la voiture d'Ashran et se rend au cimetière qu'il gardait. Il trouve l'entrée et explore l'intérieur. Au plus profond de lui, il découvre l'épée légendaire de Sid. Alors qu'il touche l'épée, une voix étrange lui vient à l'esprit. Et soudain, il est téléporté. Il se réveille dans un étrange endroit paradisiaque. Devant lui se trouve une jeune fille enchaînée, clairement non humaine, attachée à un énorme pilier. Elle a l'air faible et impuissante et le supplie d'être sauvée. La jeune fille se présente comme Renée avant de tomber à genoux. Kai s'inquiète et intervient pour l'aider. Tout en restant prudent, il la prévient de ne pas attaquer et active l'épée en disant La lame brille et il l'utilise pour trancher le pilier en deux. Immédiatement, Rin se lève et le gronde, croyant qu'il s'agit d'un démon de Baran. Kai essaie de comprendre ce qui se passe, mais elle commence à attaquer avec magie. Il esquive le premier sort, mais un deuxième arrive déjà. Il hésite, puis décide de faire confiance à son épée et coupe le sort en deux. Rina est surprise qu'un démon de bas niveau puisse bloquer sa magie, mais Kai explique qu'il est humain. Elle s'excuse pour son comportement et admet qu'elle a une profonde haine pour les démons. Kai accepte les excuses et pose des questions sur sa race, mais Rina refuse de répondre.
Lorsqu'il demande où ils sont, Rina répond qu'elle ne le sait pas non plus. Elle se souvient avoir combattu Vanessa, la héroïne des démons, puis s'être retrouvée soudain piégée dans cet endroit étrange. Kai se rend compte que cela signifie que Rina doit être puissante même pour affronter Vanessa. Rin le confirme, mais est également impressionné par Kai puisqu'il a pu annuler sa magie. Soudain, un trou noir s'ouvre derrière elle et une étrange fille monstre en sort. Elle annonce que l'identité de Rin s'est réveillée et que le niveau de menace de Kai pour le nouveau monde est désormais à son maximum. Elle attaque, mais Kai et Rin esquivent et courent. Alors qu'il s'enfuit, la fille monstre utilise un trou noir pour piéger Rin. Puis elle invoque des orbes magiques pour la torturer. Voyant cela, Kai trouve le courage de frapper et coupe le bras du monstre avec son épée. La fille monstre reconnaît la lame comme l'épée interdite, mais ne comprend pas pourquoi elle est ici. Saisissant leur chance, Kai et Rin s'échappent par un portail lumineux. De l'autre côté, Rin le serre dans ses bras, s'ouvre enfin en révélant que chaque race l'a rejeté en raison de son origine. Les démons la traitaient même d'abomination. C'est pour ça qu'elle s'est battue contre Vanessa. Kai se rapporte à elle. Aucun de ses amis ne se souvient de lui, et on a l'impression qu'il est dans un monde différent. Celui où les démons ont envahi les villes humaines. Mais Rin est confuse. Elle se souvient que les humains commençaient à gagner la guerre juste avant son combat avec Vanessa. Kai veut des réponses, mais Rin ne se souvient de rien clairement. Il est néanmoins soulagé de trouver quelqu'un qui partage les mêmes connaissances que lui. Il l'appelle son égal. Il décide de partir, mais Rin s'effondre sous le soleil. Kay la ramène dans sa chambre dans la ville souterraine. Plus tard, Rin commence à croire qu'il se trouve réellement dans un monde alternatif où les démons ont gagné. Elle pense que leur seul espoir est de s'échapper et de revenir à la bonne chronologie. Cette nuit-là, Rin réveille Kai. Elle sent des démons à proximité. Quelques instants plus tard, la ville souterraine est attaquée. Kai se rend compte que les humains vivant ici sont piégés sans personne assez fort pour les protéger. Puis, ça le frappe. Peut-être qu'il est le seul au monde à pouvoir jouer le rôle de Sid, le héros de l'humanité. Kai se précipite pour aider. Il utilise tout ce dont il se souvient de son monde, ses connaissances en matière de combat, sa stratégie et ses techniques pour aider les autres à se battre. Avec les arts martiaux, les coups d'épée et les balles annulant la magie, il aide à inverser la tendance en combattant aux côtés de René. Après avoir constaté ses compétences, Saki et Ashran l'emmènent chez Jean dans l'espoir qu'il puisse aider la résistance. Kai raconte son histoire, mais les officiers ne croient pas qu'il vient d'un autre monde où les humains ont gagné la guerre. Ils se moquent de lui. Jean Yeon, cependant, se souvient de la façon dont Kai semblait la connaître lors de leur première rencontre. Curieuse, elle s'enquit de leur relation dans son monde. K explique qu'ils étaient beaux cousins. Il commence à partager des détails, les noms de son père et de son grand-père que seul un proche connaîtrait. Jean est choqué et met fin à la réunion. Plus tard dans la journée, elle le rappelle. Elle ne croit toujours pas que son monde existe, mais admet que les détails personnels l'ont secoué. Elle décide qu'il devrait s'appuyer sur ses compétences et ses connaissances au combat, d'autant plus que l'emplacement de la ville a été révélé. Certains démons se sont échappés lors du dernier combat. Jean veut frapper les démons en fuite, mais Kai n'est pas d'accord. Les attaquer pourrait amener encore plus de démons dans la ville. Au lieu de cela, il suggère qu'il frappe la capitale royale. Jean est abasourdi. Cela signifierait affronter Vanessa, la héroïne démoniaque qui a vaincu l'humanité et pris le contrôle de la capitale en une seule nuit. Kai comprend le risque mais se sent en confiance. Il a désormais l'épée de Sid et Reni à ses côtés. Jean n'est pas sûr de les laisser diriger, mais Kai lui rappelle que dans son monde, Sid a vaincu Vanessa seul. Il admet qu'il ne sait pas s'il peut gagner, mais s'il ne fait rien, il ne pourra pas affronter les versions de Saki et Ashran de son propre monde.
c'est peut-être leur seule chance. La majeure partie de l'armée démoniaque est occupée à combattre les 3 autres races aux frontières. Il ne reste plus qu'environ 10% qui gardent la capitale. Kai pense qu'il devrait frapper maintenant. Jean est d'accord. Il rassemble les troupes et se prépare au combat. En empruntant un tunnel souterrain caché, il se dirige directement vers la capitale, prêt à faire la guerre aérienne. Kai et Rina unissent leurs forces à celles de Saki, Acheron et quelques autres alors qu'ils commencent leur mission d'attaque de la capitale. Jean et le reste des troupes restent sur place tandis que l'équipe de Kai avance vers leur cible finale, Vanessa. Saki et Ashran se voient confier un rôle clé, atteignent la salle de contrôle du palais et éteignent les lumières après que Kai et René se soient dirigés vers Vanessa. Mais alors que la mission démarre sans problème, une alarme infrarouge se déclenche. Leurs positions sont exposées. Le groupe se précipite, mais en chemin, ils rencontrent des démons qui les arrêtent après avoir repéré les ailes de Rin. Les démons la trouvent dégoûtante. L'insulte pique, mais Rin tient bon. Elle construit un mur de glace se coupant du groupe pour que Kai puisse continuer seul. Les démons l'entourent et commencent à l'insulter encore plus, la traitant d'abomination. Ils ne peuvent pas comprendre à quel point elle sent à la fois un ange, un démon, un elfe, un nain, un esprit et un dragon. Rina ne recule pas. Elle lance plusieurs sorts puissants et admet qu'elle sait ce qu'elle est, mais déteste toujours les démons plus que tout. Son sort explose avec une force écrasante. Pendant ce temps, Kai atteint la chambre de Vanessa. Elle le salue calmement en essayant de le tenter, mais se rend vite compte qu'il s'agit de l'humain qui utilise des balles elfiques. Lorsque Kai explique qu'il vient d'un monde où les humains ont gagné la guerre et ont enfermé les démons, Vanessa en rit jusqu'à ce qu'il mentionne le nom de Sid. Entendre ce nom la fait paniquer. Vanessa marmonne quelque chose à propos de Sid et de la réincarnation mondiale, mais refuse de s'expliquer. Au lieu de cela, elle lance un puissant sort. Kai contre-attaque avec son arme, annulant sa magie et lui coupant la poitrine pour se rendre compte que c'était une illusion. Elle attaque par derrière, mais échoue à nouveau. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle regarde son épée déclencher une attaque semblable à un souffle de dragon. Elle sait maintenant qu'il ne ment pas, mais elle ne s'arrête pas. Elle commence à lancer son sort le plus puissant, suffisamment puissant pour détruire n'importe quelle race. Kai esquive, mais l'attaque fait un trou dans le mur. Distrait, il est pris au dépourvu alors qu'elle lance un autre sort sous ses pieds, faisant exploser le sol. Il parvient à s'échapper juste à temps. À ce moment, Rin arrive pour l'aider. Son corps est couvert de blessures. Kay se rend compte que si c'était lui à sa place, il serait mort. Même si elle est blessée, Rin s'avance pour se battre. Mais alors qu'elle s'apprête à bouger, un immense trou noir se forme dans le ciel. Il piège Vanessa dans des chaînes sombres. Du trou noir, une fille monstre apparaît. Elle décide d'éliminer Vanessa en expliquant qu'entendre le nom de Sid lui a brisé l'esprit. Une influence qui pourrait détruire ce monde. Elle commence à lancer un sort de mort. Vanessa, furieuse et refusant de mourir, ainsi libère sa véritable forme de démon. Elle attrape la fille monstre par la tête, l'appelle et lance sa plus puissante attaque magique. Le sort ne détruit pas la fille monstre, mais il lui inflige de lourds dégâts, la forçant à se retirer dans le trou noir. Kai regarde tout avec étonnement. Il se rend compte que Rena était assez forte pour affronter quelqu'un comme Vanessa, même si ce n'était qu'à peine. Mais Rénie commence à paniquer. Quelque chose ne va pas. Elle dit que ce n'est pas la Vanessa dont elle se souvient dans son monde. Cette version est beaucoup plus forte. Vanessa libère toute sa puissance, prête à tuer les deux qui se tiennent devant elle. Kai se prépare à se battre, mais Rin bouge en premier. Elle se précipite en avant, attrape Vanessa et jette une barrière spirituelle, disant à Kai de s'échapper. Vanessa qualifie la barrière de faible, la brise facilement et envoie Rin voler. Kai voit une ouverture et tente de contre-attaquer, mais Vanessa le frappe
avec une magie dévastatrice. Son corps est projeté contre le mur, laissant du sang éclabousser la pierre. Rina regarde avec horreur Kai s'effondrer au sol, saignant. Elle réalise que cela doit être la fin pour lui. Vanessa se moque d'elle. Mais au lieu du désespoir, Rina ressent autre chose, la rage. Alimentée par une haine brûlante, elle libère toute sa puissance. Son corps se transforme, révélant sa vraie forme, un hybride des 5 races. Elle charge Vanessa et la projette contre le mur, mais Vanessa lui attrape le bras et ricane. Le démon se moque d'elle, accusant Rina de la mort de Kai. Elle dit que Kai aurait pu survivre si Rina n'avait pas caché sa vraie forme. Vanessa prétend qu'elle était même prête à le laisser partir, mais Rina avait trop peur de lui montrer ce qu'elle était vraiment. Trop peur qu'il la considère comme un monstre. Les larmes coulent sur le visage de Rina. Elle se blâme pour la mort de Kai. N'ayant aucun moyen de le ramener, elle choisit une autre voie. Elle commence à lancer un sort de malédiction. Le sang coule de leur corps tandis que la malédiction s'installe. Mais avant que Rin ne puisse le terminer, elle s'effondre à genoux. Confuse, elle lève les yeux vers Vanessa qui rit. Vanessa révèle qu'elle avait préparé le palais elle-même. Un sort caché la protège des malédictions et reflète leurs effets. Parce que Rin est à la fois esprit, céleste et bête, la réaction est triple. Son corps se tord de douleur. Brisée, Rina accepte son sort. Elle pleure, s'excusant auprès de Kai de l'avoir laissé tomber alors que Vanessa invoque des flammes pour mettre fin à ses jours. À la dernière seconde, Kai l'éloigne. Elle regarde avec incrédulité. Il est vivant. Il explique qu'il n'a survécu que grâce à elle qui lui a fait gagner du temps. Vanessa est choquée et ne peut pas croire qu'un humain puisse survivre à son sort 2 fois à bout portant. Kai connaît la vérité. C'est l'épée qui sauvait. Maintenant, il s'avance avec la même détermination dont Rina avait fait preuve. Vanessa se moque de lui, affirmant qu'il n'est pas différent des innombrables humains avant lui. Il crie toujours à propos de force, d'esprit ou d'avenir, mais en fin de compte, ils ne sont que des insectes qui font du bruit. Les autres races ont des héros, mais pas les humains. Kai lui répond avec détermination. Il jure d'être le représentant de l'humanité. Vanessa évoque un météore massif. Kai le coupe avec une épée et fait signe à ses alliés. Les lumières du palais s'éteignent. Vanessa réalise son plan. Les humains n'ont aucune magie à voir dans l'obscurité. Mais elle remarque que son épée brille et la cible. Lorsque la lumière revient soudainement, elle se rend compte qu'elle a été trompée. Rin tient l'épée, ce qui en fait la cible. Kai, caché, utilise ses 10 années d'arts martiaux pour lancer Vanessa dans les airs. Il attrape l'épée que lui a renvoyée Rina et lui délivre un dernier coup. Le héros démon tombe à genoux, son corps commençant à se briser. Mais avant de disparaître, elle révèle la vérité. Sid a prédit cet avenir. Il prévoyait que l'un des 3 autres héros réécrirait le monde. Pour se préparer, il a donné son épée à Vanessa, pensant que c'était la seule clé pour arranger les choses. Kai ne comprend pas. Pourquoi Sid confierait-il sa lame à un ennemi? Vanessa explique qu'il y a des événements dans le passé dont Kai ne sait rien. Quelque chose appelé Zéro Code, une magie interdite cachée dans son monde. Son corps commence à disparaître. Avant de disparaître, elle félicite Kai de l'avoir déjoué, mais promet que s'il se retrouve, elle le combattra sérieusement. En succube, quelques instants plus tard, Jean diffuse à travers la ville. Les humains ont récupéré Urzak, le capital humain, et vaincu le héros démon. Mais Kai et Rin ont réalisé quelque chose de critique. Ils avaient tort de penser qu'ils étaient simplement déplacés. La vérité est que le monde entier a été réécrit et qu'ils sont les seuls à ne pas être affectés. Alors même qu'ils luttent contre cette révélation, Jean annonce qu'elle démissionne de son poste de commandant. Les 3 autres races ont pris 3 territoires humains, mais les forces rebelles continuent de riposter. Maintenant que Vanessa est vaincue, tout le monde croit que Kai est le nouveau héros humain. Jean lui demande de l'accompagner dans la reconquête du monde. À sa grande surprise,
Kai accepte immédiatement. Il avait déjà choisi cette voie. Plus tard, Jean rallie les troupes et expose ses plans. Dans la foule, Kai raconte le sien à Rin. Il mettra fin à la guerre lui-même. Il prendra donc sa place. Rin est stupéfaite en l'écoutant. Pendant un instant, c'est comme si elle regardait Sid lui-même. Lors du voyage vers la fédération Io, Rin se réveille après avoir fait un rêve étrange. Dans celui-ci, elle est portée dans les bras de Sid, mais le rêve change soudainement lorsqu'il rencontre l'une des filles monstres. Elle ouvre les yeux perturbée et entend Kai expliquer leur prochain plan. Kai dit au groupe qu'ils vont aider les forces rebelles d'Ayo à lutter contre la race céleste. Saki est confuse. Pour elle, les célestes sont censés être une race d'alliance composée d'elfes, de nains, de fées et d'anges. Kyle confirme, mais il les traite de lâches. Il explique qu'ils ne se battent pas directement, mais s'appuient plutôt sur des objets et des astuces magiques. La bonne nouvelle est que leurs armes sont bien plus efficaces contre les célestes que contre les démons. Finalement, le groupe atteint Io. Leur arrivée fait grand bruit. Les gens se pressent autour d'eux avec des acclamations et de l'enthousiasme, comme s'il s'agissait d'un groupe de K-pop. Ils sont immédiatement escortés pour rencontrer le chef de la fédération Io. Mais le secrétaire de Jean, Fallon, les prévient à l'avance. Le leader n'est pas à admirer. Il est envieux, méfiant et obsessionnel. Pour aggraver les choses, il se fait appeler empereur. Le groupe découvre rapidement la vérité par lui-même. L'homme est arrogant, désemparé et impossible à raisonner. Un âne au lieu d'un cerveau. Pire encore, personne à Io ne semble connaître l'emplacement du héros céleste. N'ayant pas le choix, Jean prend les commandes de la situation. Elle annonce qu'elle dirigera elle-même les recherches et demande aux hommes d'Io de se joindre à la mission. Le groupe se dirige rapidement vers la forêt elfique, mais il y a déjà un problème. Le stupide leader Io a décidé de rechercher lui-même le héros céleste. Kay soupçonne que celui qui est à l'origine de cette décision est la secrétaire du chef, qui pourrait en fait être une espionne elfique qui cache ses oreilles. Jean est d'accord et pense qu'il pourrait y avoir encore plus d'espions au sein de l'armée d'Io. Elle pense qu'il devrait enquêter davantage. À l'intérieur de la forêt, il remarque des armes éparpillées sur le sol. Suivre le sentier les mène à un endroit caché où René aperçoit une porte de téléportation. Elle l'active et le groupe est transporté dans la véritable forêt elfique. Tout de suite, ils rencontrent une fille qui passe devant eux. La jeune fille s'arrête, confuse car à l'exception de René, aucun d'entre eux n'a de pouvoir magique. Elle demande quel genre d'elfes ils sont, mais Ashran répond que ce sont des humains. La jeune fille s'enfuit et le groupe la poursuit jusqu'à ce qu'elle les conduise directement dans une escouade d'archers elfes. Les archers lèvent leurs arcs, prêtes à se battre, mais la secrétaire d'Io leur ordonne de se retirer, se révélant être une espionne. Jean et le chef elfe commencent à négocier. Jean exige la libération des otages humains, mais l'elfe refuse, disant à la place qu'ils veulent que Kai combatte les anges. Kai est confus. Les célestes sont censés être une alliance d'elfes, de nains, de fées et d'anges. Pourquoi les elfes trahiraient-ils les anges? L'elfe explique que les anges les ont trahis en premier. Elle emmène le groupe rencontrer Raen, la jeune fille elfe. Raen leur dit la vérité. Le grand aîné fut capturé par le héros des Célestes. Au début, ce héros était gentil et doux, mais il a soudainement changé. Il a commencé à exiger que toutes les races deviennent les servantes des anges. Jean et les autres sont méfiants. Ils pensent que cela pourrait être un piège dans lequel les elfes unissent leurs forces à celles des anges pour les éliminer. Mais Raen offre sa vie comme garantie. Si c'est un piège, ils peuvent la tuer. Avant de partir, elle ordonne à toutes les personnes présentes d'éviter une guerre civile, renvoyant les elfes, les fées et les nains à leur poste. Le groupe se dirige immédiatement vers l'emplacement des héros célestes. Cette nuit-là, en camping, Riren demande si le pouvoir de Kai fonctionnera contre le céleste. Elle sait qu'il a vaincu Vanessa,
mais les célestes sont un type d'ennemi différent, avec des faiblesses différentes. Kai profite de l'occasion pour lui demander si elle connaît Sid, mais elle ne le sait pas. Cela lui fait réaliser quelque chose. Les seuls qui pourraient connaître Sid sont les héros eux-mêmes. Le lendemain, Riren les conduit à la porte de téléportation qui mène au palais des anges. Kay remarque que la porte a une double couche et se demande si c'est une contre-mesure contre les humains. Riren secoue la tête, les humains ne sont même pas considérés comme des menaces. Les protections sont conçues pour les démons, les bêtes mythiques et les esprits. Kai se rend compte que c'est le même schéma que les démons. La plupart de leurs forces sont stationnées aux frontières, laissant le palais légèrement défendu. Riren le confirme et commence à croire que Kai n'a pas vaincu les démons par chance. Il se téléporte dans le palais des anges. Aussitôt, une étrange odeur les envahit. En avançant, il trouve des anges morts sur le sol, tandis que le palais brûle autour d'eux. Riren les guide à travers plusieurs couches de téléportation, mais soudain, ils sont attaqués. L'attaquant est Vicious, un serviteur direct d'Alfreya, le héros céleste. Riren suppose qu'elle doit être celle qui a massacré les autres anges. Vicious l'admet fièrement. Elle dit que ces anges étaient des imbéciles déloyaux qui refusaient de suivre les ordres d'Alfreya. Plus important encore, elle révèle que le grand chef elfe sera bientôt exécuté pour signifier que chaque race doit s'incliner devant les anges. Filant, Saki et Ashran engagent immédiatement Vicious dans la bataille, tandis que le reste du groupe suit Riren plus profondément dans le palais pour affronter Alfreya. Un autre ange leur bloque le chemin vers le repère suivant, mais Rin reste derrière pour le combattre. Enfin, ils atteignent la chambre intérieure. À l'intérieur d'une cage de verre se trouve l'elfe aîné emprisonné, et devant lui se tient Alfreya lui-même. Mais au lieu de parler comme un leader, il dénonce la suprématie des anges, les déclarant comme la race supérieure. Pour Kai et les autres, il ressemble moins à un héros qu'à la version animée du tyran moustache d'il y a 80 ans. Alfreya veut commencer l'exécution, mais Raen craque. Furieuse, elle se précipite vers lui. Le héros céleste lève sa magie pour l'abattre, mais Kai l'intercepte avec son épée. Alfreya est confuse. Pourquoi un humain protégerait-il un elfe? La raison de Kai est simple. Si Riren meurt, les elfes en voudront à l'humanité d'avoir laissé cela se produire. Alfreya remarque l'épée de Kai et réalise qu'elle est spéciale. Kai lui dit directement que c'est l'épée qui a vaincu Vanessa et sa magie. L'ange rit. Pour lui, Vanessa doit être pathétique d'avoir perdu contre un humain. Pourtant, en vérité, même lui ne pouvait pas la battre. Kai ne le voit que comme un perdant qui ne pourra jamais se comparer à Vanessa. Au moins, elle n'a jamais essayé de tuer ses propres subordonnés. L'ange s'en fiche. Il pense qu'il est Dieu. Jean, fatigué d'entendre son arrogance, tire avec son arc elfique. La flèche le blesse, mais Afria explique qu'il y a un prix. Chaque fois qu'un humain utilise cet arc, sa force vitale est épuisée. L'ange attaque, mais Riren le bloque avec une barrière. Elle ne veut rien devoir aux humains et insiste sur le fait qu'ils ont besoin de plus d'aide. Il décide de libérer le grand aîné. Riren tente de s'approcher de la prison de verre pendant que Kai la protège. Elle frappe avec une lame elfique légendaire, mais elle se brise à la place. Elle ne peut pas comprendre comment Alfreya utilise autant d'artefacts puissants sans épuiser sa magie. Alfreya révèle la vérité. C'est à cause de son nouveau serviteur. Un trou noir s'ouvre, la fille monstre apparaît. Il la présente comme Last Riser et lui ordonne d'attaquer. Rizé déclenche une explosion de choc. Jean est projeté à travers la chambre, mais Rin arrive à temps pour la rattraper. Jean tire une autre flèche, mais Riser ne subit aucun dégât. Alfreya se concentre sur René, la traitant de monstre. Kai profite de l'occasion pour demander si Alfreya est derrière la réincarnation mondiale. Il ne l'est pas. Kai insiste pour poser des questions sur Sid. Alfreya commence à se souvenir. Il marmonne le nom de Sid, le traite de prophète et admet que Sid lui a donné quelque chose. Mais avant qu'il puisse s'expliquer,
l'Astriseur se retourne soudainement contre lui. Elle étrangle l'ange en déclarant qu'il a été influencé par le mot tabou Cid. Cette influence détruira ce monde et le protocole exige son élimination. Un trou noir s'ouvre sous lui. Alfreya est entraîné vers le bas et disparaît. Le groupe est abasourdi. Personne ne comprend ce qui vient de se passer, mais Kai le reconnaît. C'est la même chose qui a failli arriver à Vanessa. Sous le choc, ils ne parviennent pas à agir alors que Rizer retourne dans son trou et disparaît. Pendant un instant, il semble que tout soit fini. Puis un énorme faisceau de lumière sombre divise la chambre. Alfreya réapparaît. Ses couleurs sont plus foncées, ses ailes désormais noires. Il se déclare l'avatar d'Alfreya. Riren remarque que ses yeux ont changé, comme s'il avait été écrasé. Kai réalise la vérité de la même manière que le monde a été écrasé. Maintenant, cela arrive à un héros. L'avatar attaque avec une magie trop puissante pour que Rina puisse la bloquer. Rina essaie de l'atteindre avec des mots, mais il l'ignore. Les Célestes sont connus pour utiliser des artefacts, mais ils brûlent désormais sa propre force vitale. Il la frappe avec un faisceau lumineux. Elle bloque à peine avec son bouclier le plus puissant. Mais lorsqu'il lève son épée, le bouclier ne suffit pas. Alfreya se balance pour la couper en deux. Kai intervient, bloquant le coup. Sa colère éclate. Riren a toujours admiré Alfreya, mais ce n'est plus le chef des Célestes. Ceci n'est qu'une imitation, copiant les pouvoirs d'un héros. Kai verrouille les épées avec Lord Alfreya et le confronte sur le caractère unique de son épée. Il remarqua que son épée se régénérait à chaque fois qu'il franchissait la barrière de Raen. Lord Alfreya révèle que son épée est un chef-d'œuvre absolu des forges du ciel et que son pouvoir ne peut pas être bloqué par un simple objet magique brandi par un petit enfant. Il s'éloigne du verrou de l'épée et transforme son épée dans sa vraie forme. Il se déclare maître du monde car il est au-dessus de tous les célestes et finalement au-dessus de toute magie. Il ordonne à Kai de devenir son esclave et d'adorer son pouvoir suprême. Kai souligne que les quatre héros sont censés protéger leur peuple et non utiliser leur pouvoir pour le forcer à une obéissance servile. Lord Alfreya se moque de Kai et de la race humaine tout entière parce qu'ils sont si pathétiques qu'ils doivent dépendre des autres pour leur protection. Kai décide de lui montrer comment cette faiblesse a engendré un esprit indomptable chez les humains. Kai se précipite sur Lord Alfreya, qui lui fait tomber son épée divine, mais Kai la dévie avec sa lame. Lord Alfreya se lance à nouveau sur Kai, mais il le part adroitement. Lord Alfreya est abasourdi pendant une seconde parce qu'il ne peut pas comprendre la façon dont Kai dévie ses frappes. Kai tente un coup, mais Lord Alfreya retrouve sa concentration et saute hors de portée. Riren et Jean sont tous deux surpris que Kai ait tenu tête à Lord Alfreya pendant si longtemps. Bien que Lord Alfreya possède la meilleure épée, Kai le surclasse en termes de compétences à l'épée. Cependant, Riren ne pense pas avoir le dessus car Lord Alfreya a encore quelque chose dans son sac. Comme par hasard, Lord Alfreya jette son épée dans le ciel parce qu'il n'en a plus besoin et elle se loge dans le sol. La plateforme céleste commence à s'effondrer et Jean se demande si Lord Alfreya envisage de faire tomber le palais des anges. Riren lui demande de lui prêter un peu de force pour qu'ils puissent vaincre Alfreya ensemble. Kai se précipite sur Lord Alfreya et tente d'attaquer, mais Lord Alfreya met en place un bouclier pour bloquer ses attaques. Kai continue d'attaquer malgré tout. Il brise le bouclier et frappe Lord Alfreya. Lord Alfreya en a assez de l'insolence de Kai. Il lui attrape le cou et le relève. Kai a du mal à se libérer de son emprise, mais il perd rapidement connaissance. Il se demande pourquoi Lord Alfreya est si différent de Vanessa. Il a été beaucoup plus facile de la ramener à la raison, mais il semble presque impossible de faire de même pour Lord Alfreya. Riren et Jean s'associent et évoquent le pouvoir des sept princesses. Ils tirent leur arc et tirent un arc long sur Alfreya et ils laissent tomber Kai. La poussière se dissipe et Alfreya crie d'indignation d'avoir perdu la moitié de son corps à cause du tir.
Kai se rend compte qu'il est si faible et vulnérable qu'une seule attaque le mettra hors d'état de nuire. Il profite de ce moment pour le frapper avec un Kamehameha invisible, puis le renverse comme un panneau de signalisation. Il l'achève avec un coup d'impact au ventre et Lord Alfreya tombe au sol. Il perd son essence céleste et il est déçu de sa disgrâce. Kai se rend compte qu'il a enfin repris ses esprits et Raen est heureux de retrouver le seigneur Alfreya normal. Ils se rendent compte que la plateforme est sur le point de s'effondrer et se précipite pour descendre en toute sécurité. Raen aide Lord Alfreya à se relever, mais il a honte de ce qu'il a fait. Il ne pense plus qu'il mérite une telle affection de la part de Rayburn, mais elle lui assure qu'il est toujours dans ses bons livres. Il lui demande d'informer les Célestes qu'il est à l'origine de tout ce qui s'est passé, afin qu'il ne lui reproche pas. Il se tourne vers Kai et l'informe que Sid lui a dit que c'était censé exister. Kai ne comprend pas le contexte de ces paroles et demande à Lord Alfreya d'expliquer à quoi il faisait référence. Lord Alfreya admet qu'il ne sait pas non plus de quoi Sid parlait, mais il a remarqué qu'il était frustré lorsqu'il lui parlait. Lord Alfreya révèle que la cause de la réincarnation mondiale est la haine. Il reconnaît que Kai est différent parce qu'il s'est battu si dur et a risqué sa vie pour sauver un elfe. Il le charge de briser la haine qui a englouti le monde et de mettre fin à la réincarnation mondiale. Lord Alfreya s'effondre en poussière et le vent l'emporte. Ils s'échappent, descendent de la plateforme et retrouvent Raffaello et le grand aîné. La grande aînée comprend que Lord Alfreya est parti, mais elle est heureuse que tout le monde soit en sécurité. Raffaello se gronde toujours parce qu'il était trop impuissant pour faire quoi que ce soit, malgré avoir remarqué les changements chez Lord Alfreya. Le grand aîné souligne qu'il n'est pas le seul responsable. Kay leur a demandé quand le comportement de Seigneur Alfreya avait commencé à changer. Ils ont révélé qu'il avait commencé à s'éloigner de ses autres anges après l'apparition de son subordonné. Kai ne comprend pas vraiment pourquoi le dernier lève-t-il attaquerait Kai s'il prétendait que c'était son subordonné. Il se souvient qu'il est apparu pour la première fois lorsqu'il a sauvé Rin, presque comme s'il la surveillait. Maintenant, Kai est paranoïaque car il pense que Rin sera à nouveau ciblée. Rin rêve de son évasion du palais céleste. Elle trébuche et tombe et Sib la relève. Sib remarque l'Astriseur sur leur queue et il se demande s'il est le responsable de ce qui leur est arrivé. L'Astriseur entre pour les attaquer et Rinda se réveille en sursaut pour voir Kai veiller sur elle. Elle s'assied et le serre dans ses bras. Kai est heureuse qu'elle soit éveillée et réactive. Elle a dormi si longtemps qu'il craignait qu'elle ne se réveille jamais. Jean rompt leur étreinte qui avait duré un peu trop longtemps. Elle interroge Rin sur sa race, mais Rin ne connaît même pas sa propre race. Jean se demande pourquoi elle a gardé le secret si longtemps. Elle suppose que Rin avait peur d'être prise pour un espion et punie. Elle lui assure qu'elle n'a rien à craindre, car Kai s'est porté garant d'elle. Elle lui est également redevable car elle lui a sauvé la vie. Rin est soulagée que Jin l'ait accepté comme allié de la race humaine. Kais suggère d'informer Saki et Aishron de leur nouveau partenariat. Mais Jin souligne que cela pourrait provoquer la discorde parmi les autres soldats, même si les deux prennent bien la nouvelle. Elle décide qu'il est préférable qu'ils gardent le secret pour le moment. Quelques jours plus tard, Jean retrouve le grand aîné pour discuter d'une trêve. Le grand ancien accepte la trêve à la condition que les humains ne soient pas autorisés à entrer dans leur forêt cette année-là, tandis que les célestes ne sont pas autorisés à entrer dans les villes humaines. Jean accepte ces conditions et promet de garder l'armée rebelle et l'eau sous contrôle. Le grand ancien annonce l'établissement de la trêve avec toutes les personnes présentes comme témoins. Elle leur offre également des cadeaux gratuits. Jean déballe son cadeau, et elle est surprise de voir que c'est le long arc de la lune, mais c'est réparé. Kai ouvre son cadeau, mais il ne sait pas ce qu'il a reçu.
Riren explique que ce sont des balles qu'il utilisait pour annuler la magie. Elle explique que les nains se sont intéressés à ces armes et ont fabriqué la balle après qu'elle leur ait décrit le type d'arme qu'il utilise. Raren souligne qu'elle a fondu le noyau elle-même et Kai est impressionné. Il est heureux d'avoir 11 balles à sa disposition et il a hâte de les réessayer. Le grand ancien les félicite pour le grand service rendu à toutes les races. Elle souligne que les Célestes auraient été plongés dans la guerre sans leur acte de bravoure. Elle se demande s'ils envisagent également de faire la guerre aux bêtes du Sud et de l'Ouest, mais Jean refuse de dévoiler leur plan de bataille tactique. La grande aînée trouve ses réserves raisonnables, mais elle comprend que de toute façon ils devront passer par les champs célestes. Elle propose de leur donner un guide, mais Jean ne veut pas qu'elle s'inquiète pour quelque chose d'aussi trivial. La grande aînée insiste sur le fait qu'elle enverra un représentant pour les guider. Jean ne comprend pas pourquoi le grand aîné insiste autant, et le grand aîné explique qu'ils veulent savoir exactement ce qui est arrivé au seigneur Alfreya. Elle souligne qu'il a commencé à se comporter étrangement il y a 10 ans lorsqu'il a affronté un intrus qui traversait la frontière ouest. L'intrus était le héros des bêtes mythiques et le roi des fans nommé Rat. Raffaello se souvient les avoir vus lors de leur confrontation. À l'époque, aucun d'entre eux n'avait de subordonnés avec eux, mais il semblait qu'ils conspiraient pour quelque chose. Peu de temps après, le dernier venu apparut aux côtés de Lord Alfreya. Jean comprend désormais que le grand aîné souhaite que quelqu'un les escorte pour qu'ils obtiennent la vérité. Cependant, Riren pense que c'est une mission sans cœur à laquelle soumettre un elfe car il sera un otage. Elle souligne que si la trêve est rompue, l'escorte sera la première à être exécutée. Elle ne pense pas que quiconque se porterait volontaire pour une mission aussi risquée, mais le grand aîné la nomme comme escorte. Riren proteste contre la décision de la grande aînée et se demande pourquoi elle l'a choisie. La grande aînée souligne qu'elle est la plus appropriée, car elle n'a pas quitté les côtés de Kai depuis leur arrivée. Rin se méfie de Kai depuis tout ce temps. Elle l'accuse de rester si près de Kai et de jouer comme si c'était normal, pour qu'elle ne soit pas découverte. Riren demande à Kai de dire quelque chose pour sa défense, mais il lui souhaite la bienvenue dans l'équipe. Le lendemain, Jean rend visite à Dante. Elle l'informe de la trêve avec les Célestes et des conditions à maintenir. Elle le remercie pour les fournitures qu'il a offertes pour leur expédition. Dante est impressionné qu'ils aient réussi à vaincre le Céleste, puis à conclure une trêve avec les elfes. Mais il souligne que leurs anciennes tactiques ne seront plus efficaces. Il est certain que les esprits et les bêtes mythiques vont changer leur perception des humains et ne les prendront plus à la légère. Il réalise que l'armée rebelle devra coopérer si elle veut avoir une chance contre les forces ennemies. Il pose des questions sur Balmong, le commandant des forces rebelles d'Ulun qui lutte contre les esprits au sud. Falen révèle qu'il est un commandant en qui ils peuvent avoir confiance car il lui a sauvé la vie et elle lui est redevable. Dante souligne qu'ils doivent établir une alliance appropriée avec Balmung et son armée car ils s'engageront dans un combat frontal. Falen est impressionnée par l'ingéniosité tactique de Dante et elle souligne qu'il serait devenu un grand leader mondial s'il s'était débarrassé de son ego ridiculement gonflé. Dante souligne qu'il n'a pas besoin d'un tel poste et qu'il préfère le laisser à Jean. Jean révèle qu'elle n'a pas non plus besoin d'un tel poste. Sa seule motivation est de mettre fin à la guerre entre les 5 races et de vivre dans une ère de paix. Kuko essaie de fuir Race, mais il la poursuit et la renverse. Il l'attaque, mais elle le bloque et il recule. Elle se transforme en gouttelette d'eau et l'engloutit dans une bulle. Race invoque son feu autour de lui et essaie de chauffer la bulle pour qu'elle éclate, mais Kuko l'attrape avec un bras d'eau. Elle le projette dans la forêt et le traîne comme une poupée de chiffon. Elle le soulève à nouveau et le projette dans la forêt.
Elle plonge à sa rencontre, mais Wrath appelle le dernier élève personne. Alors qu'elle s'approche de lui, le dernier venu l'attrape. Kuko se dissout dans les gouttelettes d'eau et s'échappe. Pendant ce temps, Kai s'a commencé un voyage avec Riren comme guide. Elle explique que d'énormes hérissons ont ouvert le chemin qu'ils suivent. Elle avertit Kai de faire attention, car les hérissons les écraseraient en morceaux s'ils étaient dérangés. Ashran et Saki sont effrayés par son commentaire. Ils se demandent pourquoi elle les emmène sur un chemin si dangereux, et elle souligne que c'est le chemin le plus rapide vers la Fédération d'Oulan. Rin s'en fiche des dangers sur la route. Elle boude parce que Riren peut monter un fusil de chasse avec Kai alors qu'elle doit s'asseoir à l'arrière avec les autres personnes. Riren souligne qu'on n'y peut rien car c'est elle qui donne les instructions à Sky. Saki craint que les autres soldats ne protestent en apprenant qu'un elfe les accompagne. Riren révèle que son vêtement contient une magie d'inhibition cognitive et que quiconque ne sait pas qu'elle est une elfe la verra comme une humaine ordinaire. Elle se moque de Rina pour son incapacité à cacher son identité. La déclaration de Riren blesse Rina et elle commence à se disputer. Ka les avertit de s'installer pour qu'ils puissent se concentrer sur la conduite. Jean appelle par radio et demande une mise à jour de l'état. Ka informe qu'il n'y a pas de nouveaux changements. Elle demande à Riren à quel point la fédération Yulin est plus loin. Riren révèle qu'ils y arriveront dans 3 à 4 jours. Jean est contente que les choses se déroulent comme prévu, mais elle se demande s'ils auront un endroit où camper pour la nuit. Riren l'informe qu'ils peuvent camper dans un endroit avec de nombreuses sources, mais que c'est encore à une demi-journée de voyage. Félan aperçoit quelque chose à travers sa fenêtre et elle attire l'attention de Jana dessus. Elle regarde les environs extérieurs et remarque des marques étranges. Elle comprend qu'une bête mythique a fait les marques, mais elle a du mal à y croire, car elles sont toujours sur le territoire de la basse fédération. Elle se souvient d'un précédent incident au sujet d'un dragon terrorisant certains soldats, et elle conclut que les bêtes mythiques traversent déjà les frontières pour envahir. Pendant ce temps, Wrath essaie de retrouver Kyuko. Il aperçoit de l'eau éclaboussée sur les arbres, mais il se rend compte que ce n'est pas assez de Kyuko. Il conclut qu'elle s'est échappée uniquement de son noyau et s'est retirée en sécurité. Il décide de battre en retraite car il y aura d'autres opportunités de vaincre Kyuko. Plus tard dans la journée, Kai et l'équipe s'arrêtent pour camper. Les garçons se baignent dans les sources et les filles se rafraîchissent également dans leur section des sources. Jian raconte ce dont elle a parlé à Kai alors que Rin se remettait de leur bataille avec Lord Alfreya. Elle lui a dit qu'elle ne comprenait toujours pas la dynamique derrière la réincarnation du monde et que les codes la retenaient. Kai lui a dit qu'il ne comprenait pas non plus complètement. Elle lui a conseillé d'utiliser son arme avec prudence car ils savent désormais que des humains normaux les ont fabriqués. Jean savait qu'elle était une marmite qui traitait une bouilloire de noir parce que l'avertissement s'appliquait également à elle. Kai lui a conseillé de faire une pause et d'arrêter de se pousser inutilement. Il a souligné qu'elle n'avait pas besoin de continuer à sacrifier son énergie vitale pour fabriquer des objets magiques elfes. Jean lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de changer d'avis sur la fabrication de ces objets, et Kai l'a taquinée parce qu'elle était trop têtue depuis qu'elle était enfant. Jean s'en fichait. Elle ne se souciait que de son utilité au combat. Elle a souligné qu'il devrait se concentrer sur le dernier élévateur car il était capable de blesser Lord Alfreya. Elle se souvenait également que Kai avait affirmé que cela apparaissait également lorsqu'il combattait Vanessa. Kai a affirmé qu'il était apparu, mais il a souligné qu'il n'y avait aucune trace du monstre dans son monde. Kai a supposé que le Last Riser surveillait les héros et que le nom Sid déterminait si le monstre devenait violent ou non. Jean se demandait quel genre de relation le Last Riser
entretenaient avec les héros restants. Kai ne pouvait pas fournir de réponse, donc leur seule option était de continuer à combattre les monstres jusqu'à ce qu'ils puissent mettre fin à la guerre des 5 races. Rin souligne qu'ils ne savent toujours pas grand-chose sur le monstre qui a provoqué la transformation du seigneur Alfreya. Jean les avertit de rester vigilants et de toujours être à l'affût du dernier survivant chaque fois qu'ils combattent un héros. Rin admet qu'elle a peur du dernier lève-personne. Elle ne peut pas l'expliquer, mais chaque fois qu'elle le regarde, ses genoux deviennent toujours faibles. Jean la réconforte et s'excuse de lui avoir fait peur involontairement. Soudain, ils entendent une explosion au loin. Les soldats se dépêchent de s'armer car ils sont attaqués. Un monstre apparaît des bois et les soldats s'organisent en formation de tir. Ils tirent sur le monstre, mais leurs balles le chatouillent à peine. Le monstre les frappe avec sa patte, éliminant facilement leur formation de tir. Le monstre laisse échapper un rugissement qui attire Kai sur les lieux. Il voit le monstre et le reconnaît comme un monstre. Il se précipite sur le monstre et poignarde le monstre avec son épée. Il appuie sur la gâchette mais se fait prendre dans l'explosion. La force de l'explosion le propulse en arrière et il retrouve ses pieds. Félan le rejoint pour affronter le monstre et elle lui ordonne de suivre son exemple. Elle se précipite sur le monstre depuis le flanc droit, tandis que Kai attaque depuis la gauche. Elle frappe le monstre avec ses épées jumelles, tandis que Kai poignarde le monstre avec son épée. Il appuie à nouveau sur la gâchette et une explosion se déclenche sur le bras du mastodonte. Le géant s'agite et Kai saute en arrière pour éviter de se faire prendre sur son passage. Le monstre essaie de l'écraser avec sa patte, mais Phalène le prévient et il s'écarte du chemin. Phalène étourdit le géant avec une grenade flash et elle ordonne une retraite tactique. K rejoint la retraite, mais il est surpris que les balles de Drac modifiées soient inefficaces contre le géant. Cela l'amène à se demander si le monstre est plus fort que toutes les autres bêtes mythiques qu'il a jamais rencontrées. Au centre du camp, Jean dirige les groupes 8 et 9 pour secourir les soldats blessés, tandis que le groupe 12 se retire pour préparer une base de secours. Les militaires montent immédiatement dans leur véhicule pour exécuter ses ordres. Kai et Félan rencontrent Jean et Félan l'informe qu'un monstre les attaque. Elle suppose que c'est le Behemoth qui a laissé les marques qu'ils avaient vues plus tôt sur la route. Riren ne pense pas que cela soit possible car ils sont toujours en territoire céleste. Kai informe Jean qu'un canon automatique est inefficace contre le Behemoth et lui conseille d'utiliser quelque chose de plus mortel. Fallon souligne qu'ils n'ont rien de plus grand car ils ne s'attendaient pas à combattre des bêtes mythiques. Elle propose à Jean de gagner du temps pour la laisser battre en retraite avec le reste des soldats. Cependant, Jean n'est pas intéressé par la retraite. Elle a demandé à Kai des suggestions sur la façon de vaincre le monstre. Elle réalisa que s'ils espéraient avoir une chance contre les esprits et les bêtes mythiques, ils ne pouvaient pas être repoussés par le géant. Kai est d'accord avec elle et il révèle que leur meilleure stratégie serait de viser la tête du monstre, car c'est son point vital avec l'organe magique. Félan révèle qu'ils connaissent déjà le point faible du monstre, mais qu'ils n'ont pas l'artillerie pour l'attaquer. Jean a une idée et interroge Riren sur une arme à proximité puisqu'ils sont toujours en territoire céleste. Le géant continue de s'approcher de leur camp, mais certains soldats font office de diversion. Ils courent entre les arbres et tirent dessus pour attirer l'attention du géant sur eux. Kai et Rin attendent que le géant soit dans une position idéale pour leur embuscade. Phailin sort à découvert pour engager le monstre à bout portant. Le géant la frappe, mais elle esquive et active les flammes de son épée. Elle se précipite sur le monstre et lui lance des arcs de coups enflammés, qui lancent une bombe fumigène contenant des spores de champignons pour émousser l'essence du géant. Rina frappe le géant avec la foudre alors qu'il tente de récupérer et Kai lui saute sur la tête. Il plonge son épée dans le point faible du monstre
et déclenche une explosion de balles de drac. Cependant, le géant ne tombe toujours pas. Il se jette sur Rin et Kai tente de la sauver. Il prend un coup pour Rin tandis que le géant est déséquilibré. Le géant se cogne la tête contre un arbre et reste un instant étourdi. Riren téléporte le monstre dans le jardin fleuri du purgatoire où il sera brûlé vif. Jean remarque que Kai est blessé, alors elle court vers lui. Kai est à genoux alors que Rin se demande pourquoi il l'a protégé du monstre. Rin panique parce qu'elle n'aime pas voir Kai blessé, mais Kai veut s'assurer qu'elle va bien. Jean et Riren arrivent à ses côtés et Riren propose d'arrêter le saignement. Elle soigne ses blessures et il l'emmène à l'infirmerie. Après avoir reçu un traitement approprié, Kai s'endort pendant que les autres le surveillent. Il s'endorme également, mais Kai entend une voix qui lui fait signe depuis un bâtiment dans la forêt. Il se réveille en sursaut et ses mouvements réveillent également Rin. Rin l'interroge sur son rêve, mais la seule chose à laquelle il pense est la voix qui lui a parlé car il l'a déjà entendue. Rin se réveille et se demande ce qui se passe. Le lendemain, les troupes lèvent le camp et commencent à préparer leur départ. Saki charge leur véhicule avec du fret, mais Acheron l'informe que leur heure de départ a été prolongée. Elle demande son explication, mais Acheron l'informe qu'il ne sait pas pourquoi. Saki envisage d'aller se baigner à nouveau dans les sources chaudes pour passer le temps jusqu'à ce qu'ils doivent partir. Riren conduit Kai au bâtiment qu'il a vu dans ses rêves, mais elle ne comprend pas pourquoi il s'y intéresse. Le bâtiment est juste rempli de statues en pierre et il n'a rien de spécial. Riren n'a jamais compris pourquoi un humain avait construit une telle chose dans un endroit aussi éloigné. K découvre que le bâtiment pourrait être un mégalithe puisque ses origines sont inconnues. Il explique qu'il existe plusieurs bâtiments similaires dans son monde. Il rappelle à Rennes, un mégalithe, qu'elle a vu une fois appelé les cimetières. Il explique que les cimetières sont des bâtiments spéciaux conçus pour sceller les 4 races. Il les informe également que la chambre froide était cachée à l'intérieur d'un mégalithe. Il continue vers le bâtiment et arrive enfin à l'entrée. La voix parle et tente de convaincre Kai d'entrer, mais il reste méfiant. La voix remarque que Kai hésite à entrer et elle se demande pourquoi il a des doutes. Elle l'informe qu'ils ont enfin trouvé le centre du monde et qu'elle les accueillerait en tant qu'invités. Riren remarque également que Kai hésite et elle lui demande ce qui ne va pas. Il se rend compte qu'elle n'a pas entendu la voix venant du bâtiment. Pendant ce temps, Rin se dirige brusquement vers l'entrée et n'écoute pas lorsque Riren l'appelle. Rina l'informe qu'une voix a parlé depuis le bâtiment et qu'elle souhaite enquêter. Kai demande à Riren de monter la garde et elle se demande pourquoi elle doit monter la garde pendant que les autres entrent dans le bâtiment pour explorer. Le groupe entre dans le bâtiment et Kai remarque qu'il ressemble au cimetière. Rina révèle qu'elle ressent un puissant pouvoir magique à l'intérieur du bâtiment. Le pouvoir magique semble si familier que Rini a presque l'impression que c'est son pouvoir magique émanant du bâtiment. Ils marchent dans le couloir et aperçoivent de la lumière devant eux. Ils se dirigent vers elle et pénètrent dans une vaste salle qui abrite une statue. Ils se dirigent vers la statue et Raza se demande s'ils sont tombés sur un ancien temple car la statue est similaire à ce dont parlait Raren. Kai ne sait pas s'il s'agit d'un temple ancien, mais il a le sentiment pressant d'avoir déjà vu la statue. La statue parle par télépathie et les remercie d'être entrés. Ils ne parviennent pas à trouver la source de la voix, et la statue s'identifie comme la propriétaire de la voix. La statue leur assure qu'elle ne leur fera aucun mal, car elle est actuellement impuissante. Jean se demande qui elle est, et elle explique qu'elle vient d'un monde où s'est terminée la grande guerre des 5 races. Elle souligne qu'elle attendait sa rencontre fatidique avec celui qui prendrait la place de Sid. Kai est surprise que la statue connaisse Sid et elle révèle qu'elle le connaît encore plus que Kai. Kai demande une explication
et elle lui demande de la regarder de plus près. Kai regarde de plus près et cela déclenche des souvenirs de la peinture du dieu prophétique. La statue révèle qu'elle est connue des humains sous le nom d'Arsla Sulaka, un dieu en prière qui peut voir l'avenir. Jean ne comprend pas ce qui se passe et Kai explique que Sid a été appelé prophète parce que c'est lui qui a mis fin à la guerre des 5 races sur son monde. La personne qui a donné à Sid la prophétie et l'épée brillante qu'il a utilisée pour mettre fin à la guerre était le dieu prophétique Arsula Salaka. Jean a du mal à croire qu'un être suprême soit désormais réduit à une simple statue de béton. Kai admet qu'il a également du mal à croire à l'histoire car il a toujours pensé que c'était une légende. Il est surpris d'apprendre que la légende de l'héroïsme du Cid est réellement vraie. Arsula révèle qu'elle a fait créer le détenteur du code pendant la guerre pour protéger l'humanité en récompense de leur dévouement à l'adorer. Kai se souvient du moment où une voix lui a parlé du détenteur du code ayant le pouvoir de mettre fin au sort inutile de la mort dans le monde actuel. Il se rend compte que c'était Arsula et qu'elle l'aide depuis le début. Arsula admet que c'était elle et elle souligne qu'elle est heureuse que Kai soit celui qui a trouvé le détenteur du code dans un monde où Sid est absent. Jean se demande ce qu'elle veut d'eux et Arsula révèle qu'elle a une prophétie pour les aider dans leur chemin. C'est la seule chose qu'elle peut faire dans son état actuel car elle a utilisé toutes ses forces pour créer le détenteur du code. C'est aussi la raison pour laquelle elle n'a pas pu arrêter la réincarnation mondiale et Kai lui demande d'expliquer ce qu'implique la réincarnation mondiale. Arsula n'a pas de réponse pour Kai car cela dépasse ses connaissances, même en tant qu'être suprême. Cependant, elle explique qu'une fausse prophétie a écrasé l'histoire du monde et effacé la présence de Sid. Un monde où l'humanité a été effacée et une autre basée sur une fausse histoire a été créée. Jean n'y croit pas car les humains se battent depuis des décennies. Il est impossible que des décennies de sacrifices et de pertes soient fausses. Arsula explique que le renversement du monde est incomplet car les humains n'ont pas été anéantis. Elle révèle que c'est grâce à leurs efforts que l'humanité n'a pas été anéantie. Jean est soulagé après avoir entendu cela, mais Arsula l'informe qu'elle a encore une mission. Elle lui confie la mission de Sib et devient le héros de l'humanité. Jean ne pense pas qu'elle mérite ce titre, mais Arsula révèle qu'elle est la meilleure personne. Elle a envisagé de nommer Kai le prophète, mais elle a décidé de ne pas le faire car sa seule qualité est sa force, et il n'est même pas un membre normal de leur monde. Jean se demande quelles nouvelles obligations son titre lui apportera. Arsula révèle qu'elle n'a qu'à continuer à faire ce qu'elle a toujours fait et à diriger ses subordonnés dans la lutte contre les autres races oppressives. Elle lui assure qu'une fois qu'elle aura vaincu les héros des 4 races et le dernier ressuscité, le monde sera restauré. Kai se demande si elle sait quel monstre s'appelle le dernier lève-personne. Arsula révèle que l'Astriseur est un étrange monstre qui n'existe même pas dans son histoire originale. Jean se demande ce qui arrivera au monde s'ils finissent par vaincre les héros et le Lastriseur. Arsula admet que personne n'a de réponse à cette question, car elle ne sera révélée qu'après avoir vaincu le Lastriseur. Elle les exhorte à se concentrer d'abord sur la guerre en cours et à s'assurer qu'ils gagnent afin d'obtenir une réponse. Arsula a dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle fait ses adieux à Jean alors qu'elle devient le héros de l'humanité. Le groupe sort de la pièce, mais sur le chemin du retour, Jean remarque que Rina semble distante. Rina essaie de faire croire que ce n'est rien. Mais Kai se demande également pourquoi elle est restée silencieuse tout au long. Rin révèle que la voix d'Arsula l'a réconfortée, mais qu'elle lui a aussi donné un mauvais pressentiment et qu'elle essayait de comprendre pourquoi. Kay lui assure qu'Arsula doit avoir à cœur les intérêts de l'humanité puisqu'elle est la créatrice du détenteur du code. Ils rejoignent Raren à l'extérieur du bâtiment et elle se demande si leur détour leur a apporté quelque chose d'utile. Kay
est sur le point de raconter tout ce qui s'est passé, mais Jean laisse échapper qu'ils ont eu une expédition sans incident, car ils n'ont vu qu'une statue dénuée de sens à l'intérieur. Il commence à rentrer, mais Rérin supplie René de lui rapporter un fruit de sauge d'hiver. Le fruit est un médicament spirituel capable de guérir n'importe quelle blessure. Ils retournent au camp et continuent leur voyage. Riren écrase le fruit de la sauge dans un médicament et elle l'offre à Kai pour soigner son bras blessé. Rin déconseille à Kai de prendre le médicament car il s'agit moins d'un médicament que d'un sortilège mortel moulé dans une bouteille. Riren insiste pour que Kai l'essaye et lui assure qu'il témoignera de la puissance du médicament. Rin met Raren au défi de l'essayer en premier si elle est si sûre de son métier. Raren prend une gorgée pour prouver que le médicament fonctionne bien, mais elle peut à peine le maintenir enfoncé pendant 2 secondes avant de le recracher. Elle tend une tasse à Kai et lui assure que le mauvais goût signifie que le médicament est plus puissant. Kai est certain de pouvoir le maintenir et il l'avale. Les 4 soldats les informent qu'ils approchent de la frontière de Yulin. Saki sort de leur véhicule et utilise une paire de jumelles pour effectuer une reconnaissance. Elle repère quelque chose qui sort de l'ordinaire et attire l'attention de Kai dessus. D'après la description, Kai comprend que le bâtiment est un cimetière. Ils sortent de leur véhicule pour observer la structure à distance et Jean souligne que le bâtiment est similaire à celui où les héros furent enfermés dans l'ancien monde de Kai. Kai spécule que puisque la structure se trouve dans la fédération de Yulin, c'est probablement le cimetière où la race des esprits est scellée. Rin laisse brusquement échapper qu'ils sont encerclés, et il commence soudainement à pleuvoir des esprits. Tout le monde s'arme et commence à tirer sur les esprits avant qu'ils ne puissent prendre forme. Cependant, leurs balles ne suffisent pas à réprimer les esprits. Jean ordonne la retraite vers leur véhicule et tout le monde revient en courant. Ils entrent et verrouillent les portes, pendant que Félan reste dehors pour repousser les esprits. Elle abat certains esprits, mais plusieurs esprits fusionnent pour former un énorme esprit monstre. Kai tire sur l'esprit avec son arme, mais ses balles sont inutiles car les corps de l'esprit ne peuvent être détruits que par le feu. Lord Balmung arrive sur les lieux et ordonne à son escouade de lance-flammes de tirer sur les esprits. Les soldats incendient les esprits et ils sont dissipés. Les morceaux tenaces de plusieurs esprits têtus fusionnent et forment un grand esprit. Ils tentent de riposter contre les envahisseurs, mais le commandant réprime leur détermination d'un seul coup rapide. Lord Balmung se tient au-dessus des cadavres brûlants des esprits et vérifie l'armée rebelle d'Urza pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a été blessé. Falin appelle Lord Balmung et il la reconnaît immédiatement. Il est ravi de retrouver les défunts car ils ne se sont pas rencontrés depuis longtemps. Il souhaite également la bienvenue à Jean et elle le remercie de leur être venu en aide. Il les félicite d'avoir résisté si longtemps aux esprits malgré une embuscade tendue par une force importante. Kai est sur le point d'expliquer comment ils ont réussi à tenir si longtemps. Mais Falen tourne le dos à Lord Balmung et conseille à Jean de continuer à avancer avec les troupes. Lord Balmung reproche à Falen d'être impoli. Il est mécontent qu'elle lui ait tourné le dos alors qu'il parlait encore, mais Fallon le taquine parce qu'il parle toujours trop. Elle ne veut pas rester dans les champs avant minuit. Lord Balmung admet qu'elle a raison et il le concède. Il ordonne à ses troupes de battre en retraite, mais Rina attire l'attention de Kai sur leur environnement. Elle l'informe que les esprits rôdent toujours autour d'eux. Tout le monde monte la garde et regarde autour de lui, à la recherche de tout signe des esprits. Soudain, un élan d'esprit surgit du sol et engloutit tout le monde. Les 2 commandants ordonnent à leurs soldats de tirer sur la masse spirituelle, mais leur puissance de feu est inefficace contre les esprits. Kai tire sa balle magique spéciale sur la masse, mais elle est également inefficace contre elle.
Jean ne veut pas attaquer les esprits avec magie de manière impulsive. Elle essaie d'être prudente car ils ne connaissent pas les effets que leur magie aurait sur eux. Kai a une idée et informe Jean qu'il va se frayer un chemin. Il lui conseille d'ordonner aux soldats d'attaquer immédiatement afin qu'ils puissent percer. Ils remontent dans leur véhicule et Kai sort de la trappe du tireur de son véhicule militaire. Il charge son arme avec une balle elfique et la tire sur le mur spirituel. Cette fois, la balle perce le mur spirituel, créant une ouverture. K ordonne au véhicule de le poser au sol et de passer par l'ouverture. La balle est si mortelle que tout le mur spirituel s'effondre et ils continuent leur voyage vers la Fédération Yulin. Lord Balmong félicite Jean d'avoir un subordonné aussi utile, mais elle souligne que Kai est un ami et non un subordonné. Elle écarte les formalités et décide de se concentrer sur les problèmes urgents. Elle appelle à une réunion stratégique avec Lord Balmung et il oblige, mais il les informe qu'ils doivent s'arrêter en chemin. Ils font un détour et Lord Balmung les emmène jusqu'à un lac. Il les informe qu'ils étaient initialement venus enquêter sur le lac lorsqu'ils sont tombés dessus. Kai se demande comment le lac est apparu dans les plaines, car il n'y a jamais eu de lac à l'origine. Runa révèle que Kai a tort, car ce qu'il regarde n'est pas un lac, mais un esprit. L'esprit éclate et se transforme en boule. Il revient dans le groupe et se transforme en une figure humaine. Lord Balmong reconnaît l'esprit comme étant le Kyoko. Il est énervé qu'elle se cache sous son nez tout ce temps. Kyoko ouvre les yeux et avertit les humains de s'écarter de son chemin. Elle transforme sa main en forme d'eau et attaque Kai. Kai s'écarte à peine, et son attaque laisse une énorme entaille dans le sol. Elle accumule plus d'eau dans sa main et la transforme en masse géante. Elle abat la masse et tout le monde s'écarte du chemin. Elle a fini par détruire un de leurs véhicules militaires. Kai profite de cette opportunité pour attaquer alors qu'elle est grande ouverte. Il la coupe en deux pour exposer son côté doux et Lord Balmang ordonne à ses soldats d'activer leurs lance-flammes. Il tire des colonnes de flammes sur Kyoko, mais elle se transforme en flamme et ne subit aucun dégât. Elle reprend sa forme elfique et Jean n'arrive pas à croire à quel point leurs attaques sont impuissantes contre elle. Kyoko crache du feu sur les soldats, mais Kai intervient et utilise sa capacité de détenteur de code pour dévier les flammes. Kyoko remarque que Kai brandit le détenteur du code et elle lui demande. Le dernier levé se réveille brusquement et la prévient car elle a établi le contact avec le détenteur du code. Kai entend sa voix et se demande si c'est Jean ou Rin qui a parlé. Mais ils nient tous les deux avoir parlé et Riren nie également avoir parlé. Kyoko demande à Kai de répondre à sa question, mais Kai est plus surpris qu'un esprit puisse parler. L'épée déclenche un certain SSPT pour Kyoko. Elle raconte ce que le dernier humain en possession de l'épée a fait pour elle. Kai se demande si elle parle de Sid et Kyoko affirme que c'est le cas. Elle révèle que Sid est l'existence que tous les esprits détestent le plus, mais c'est aussi celui qui lui a apporté le plus de connaissances. Il lui a appris à parler le langage humain pour qu'elle puisse le comprendre. Elle révèle que Sid lui a dit que la réincarnation du monde n'est que le début, et Kai est choqué d'apprendre que d'autres changements auront lieu après la réincarnation du monde. Un portail s'ouvre soudainement derrière Kyoko et le dernier élévateur la saisit. La dernière levée était attirée par elle parce qu'elle était influencée par le mot tabouside. Elle essaie d'initier son code pour retirer Kyoko du monde, mais Kyoko se transforme en gouttelette d'eau pour échapper à son emprise. Elle se manifeste sous la forme d'une énorme bulle et frappe la dernière colonne montante avec une attaque d'eau. Le dernier élévateur subit des dégâts critiques, il décide donc de battre en retraite pour protéger son corps scellé. Kyoko revient à sa forme elfique et informe les humains que leur combat est terminé parce qu'elle est fatiguée. Son commentaire tombe dans l'oreille d'un sourd et Lord Balmong lui demande de révéler ses plans infâmes. Il pense qu'elle essaye de gagner du temps contre eux et Kyoko
est charmée par sa stupidité. Elle propose un cessez-le-feu, mais Lord Balmung souligne qu'elle était l'agresseur qui les a attaqués sans provocation. Elle explique qu'elle se protégeait car elle pensait être prise dans une embuscade alors qu'elle se régénérait. Kai se demande dans quel genre de combat Kyoko s'est engagée et qu'il a autant épuisé bien qu'elle soit le héros des esprits. Kyoko révèle qu'elle combattait Wrath. Elle admet que Wrath était forte, mais le Last Riser sera plus gênant car elle a été attaquée par un monstre similaire dans le passé lorsqu'elle était avec Sid. Kai est surpris que Sid soit également au courant pour les derniers lève-personnes. Kyoko révèle que chaque race veut ce qu'il y a de mieux pour elle, mais les derniers leveurs n'appartiennent à aucune race. Ce sont les créatures les plus dangereuses, car elles ne sont alimentées que par la haine du monde. Jean consulte Lord Balmung et admet que les paroles de Kyoko sont crédibles. Elle raconte comment le dernier Risé les a attaqués, Vanessa et Lord Alfreya, juste pour le plaisir. Lord Balmung n'est pas très enthousiasmé par l'idée de faire ce que veulent les esprits. Il souligne qu'ils sont en guerre depuis tout ce temps et qu'il ne peut pas simplement accepter d'arrêter la guerre. Jean révèle qu'elle a déjà accepté un cessez-le-feu avec les démons et les célestes. Elle souligne qu'il n'a pas besoin d'oublier leur passé et de devenir ami avec les esprits. Mais il est préférable d'établir un pacte pour limiter les futurs sacrifices. Lord Balmung trouve raison dans ses conseils et décide de déposer son arme. Kyoko décide de partir maintenant qu'ils ont compris, mais Kai se demande où elle va aller maintenant que Wrath et Lastreaser la chassent. Elle montre le cimetière et révèle qu'elle s'y rend parce que c'est là qu'elle a rencontré, pour la première fois, le dernier levé. Kyoko révèle que le cimetière est apparu après le départ de Sid et que Wrath était le seul à l'accepter. Alors que le reste des héros s'y opposait, elle révèle que Wrath coexiste avec le dernier ressuscité pour trouver une issue alternative à la guerre des 5 races. Elle demande à Kai de l'emmener à l'entrée du cimetière et Kai ouvre la voie. Ils arrivent à l'entrée et Kai note que l'entrée est similaire au cimetière des démons de la Fédération Urza. Ils entrent à l'intérieur et Fallen note que le bâtiment est gênant car ni les esprits ni les humains ne l'ont construit. Jean conclut qu'il doit s'agir d'un mégalithe. Il continue de marcher et Kai révèle qu'il a trouvé le détenteur du code juste devant. Ils atteignent le piédestal et le porte-code commence à briller. Kai le sort et le détenteur du code commence à parler avec la voix de Sid. Sid admet qu'il a commis une erreur et qu'il n'a pas pu protéger Rina. Il les supplie de se battre pour créer un avenir qu'il n'a jamais pu rendre possible. Le porte-code s'étend et éclaire certaines inscriptions sur le mur. Les inscriptions ouvrent une porte et tout le monde se laisse aspirer. Ils reprennent conscience dans un autre avion. Aucun d'entre eux ne reconnaît leur environnement et Lord Balmung se sent mal à l'aise car il a l'impression d'être attiré dans un piège. Failin ressent la même chose et elle demande une explication à Kai. Kai n'a aucune explication à donner car il est aussi perdu qu'eux. Kyoko commence soudainement à marcher sur le chemin et Lord Balmung remet en question sa décision car ils n'ont aucune idée de ce qu'ils rencontreront au bout du chemin. Kyoko révèle qu'une puissante source magique vient du bout du chemin et qu'elle s'y rend pour enquêter. Kai, Jean et Reren la suivent. Ils arrivent au bout du chemin et montent quelques escaliers pour voir la statue du seigneur Alfreya. Raren se précipite vers la statue et pose sa main dessus. Elle informe le groupe qu'elle peut encore percevoir un pouvoir magique émanant de la statue. Elle révèle que Lord Alfreya a été transformé en statue en utilisant la magie de pétrification, mais cela peut être inversé s'il l'étudie. Lord Balmung lève sa massue pour détruire une fois pour toutes le héros des Célestes, mais Raren l'arrête. Kyoko s'approche de la statue et pose sa main dessus. Elle révèle que la statue n'a pas été réalisée par simple pétrification, car l'apparence de pierre n'est qu'en surface. Lord Alfreya est en réalité figé dans le cocon de pierre. Les autres
tentent de traiter ces nouvelles informations, mais un portail apparaît au-dessus de leur tête et le dernier élévateur apparaît. Il détecta leur intrusion et leur proximité avec le corps scellé du Seigneur le fit sortir. Il vole vers le bas et se place entre eux et Lord Alfreya. Raen attendait cette opportunité pour se venger de ce que le dernier ressuscité a fait à Lord Alfreya. Lord Balmung et Félan dégainent également leurs armes, prêts à se battre. La dernière levée décide de se concentrer sur les 3 personnes qui ont réagi lorsqu'elle a prononcé le mot tabou et exclut les autres qui n'ont pas répondu. Un portail apparaît et Jean à Raen, Félan et Lord Balmung sont aspirés. Rini craint qu'ils aient été téléportés dans un endroit dangereux, mais Kai lui assure qu'ils n'ont été séparés que parce que le dernier venu voulait les y garder. Kyoko est d'accord avec lui. Elle a compris que leur présence dans le monde serait considérée comme un inconvénient car ils ont encore des souvenirs de Sid. Les autres sont déposés à l'extérieur du bâtiment et Jean commence immédiatement à repartir car elle est certaine que la porte de l'espace alternatif serait toujours là. Lord Balmung remet en question sa motivation à rentrer car il est certain qu'elle ne pourra pas vaincre le dernier lève-personne. Jean révèle qu'elle peut toujours se sacrifier pour le bien commun, même si elle n'est pas assez forte, mais Raren lui conseille de ne pas gâcher sa vie si facilement. Elle révèle également que la porte de l'espace alternatif est déjà fermée. Elle suggère qu'ils élaborent un plan parce qu'elle a une idée qu'elle veut essayer, et Lord Bamung accepte de l'aider. À l'intérieur de l'espace alternatif, une bataille s'ensuit entre le trio et le Last Riser. Kyoko transforme sa main en eau et attaque le dernier Riser, mais elle annule son attaque et Lyoko perd une partie de son bras. Kai entre avec le détenteur du code et il parvient à couper certains des tentacules du dernier lève-personne. Kyoko recule et rejoint Rina qui reste les bras croisés dans les lignes arrière. Elle se demande pourquoi elle est passive alors qu'elle est impliquée dans le combat. Rin avoue qu'elle a tellement peur du dernier lève-personne qu'elle ne supporte même pas de le regarder en face. Elle aspire à se battre aux côtés de Kai, mais elle ne peut pas se résoudre à le faire. Kyoko lui demande de lui prêter un peu de son pouvoir magique pour au moins contribuer à leur combat contre le dernier ressuscité. Kyoko touche Rin sans son consentement et elle lui vole une partie de sa magie. Kai est bombardé par le dernier lève-personne avec des attaques sonores provenant de ses tentacules. Kyoko intervient et utilise un sort de glace pour immobiliser le dernier lève-personne. Elle brise la cage de glace et Kai suppose que le dernier survivant est vaincu car il n'en reste aucun vestige. Il félicite Kyoko pour sa victoire, mais Kyoko est inquiète parce que quelque chose ne va pas. Un portail s'ouvre au sol et la dernière contre-marche écrase son code précédent. Il sort du portail sans une égratignure et Kyoko se demande pourquoi il ne s'est pas régénéré instantanément alors qu'elle l'avait endommagé plus tôt. Kai se souvient qu'il a fait la même chose lorsqu'il combattait Vanessa et il comprend que le seul moment où il peut se régénérer, c'est lorsqu'il est à l'intérieur du plan alternatif dans lequel il se trouve actuellement. Kyoko demande à Kai comment il s'est échappé la dernière fois qu'il était dans le plan alternatif, et il révèle qu'il vient de couper l'espace alternatif avec le détenteur du code dans la panique. Kyoko transforme sa main en forme d'eau et ramasse la statue du seigneur Alfreya. Cela déclenche une réaction du dernier lève-personne et Kyoko confirme que la statue est la chose la plus importante pour lui. Elle décide de s'en servir comme appât pour attirer le dernier lève-personne dehors. Ils prennent la statue et s'enfuient avec le dernier élévateur à leur poursuite. Kyoko se retourne brusquement et attaque le dernier élévateur avec du feu, mais cela renvoie l'attaque vers eux. Kai utilise le détenteur du code pour absorber la contre-attaque et celle-ci déchire accidentellement l'espace alternatif. Kai saute par l'ouverture avec René et Kyoko et le dernier élévateur les suit. Il retourne au cimetière et Kyoko frappe la dernière colonne avec la foudre maintenant qu'elle est vulnérable.
La dernière colonne montante est réduite en cendres et emportée par le vent. Pendant ce temps, Riren fabrique une arme en utilisant des matières premières. Saki fait part de ses inquiétudes quant à la quantité de matières premières utilisées pour fabriquer son arme, mais Riren révèle que c'est nécessaire car les balles humaines normales sont inutiles. Soudain, elle sent le pouvoir magique d'une source hostile et elle laisse tomber son marteau en panique. À l'intérieur du cimetière, le dernier aspect de contre-marche traverse l'espace alternatif et force son chemin vers le retour. Kai reconnaît l'aspect 2 comme la version du dernier ressuscité emprisonné par Ren. Le dernier survivant les détecte comme des intrus qui altèrent le destin du monde. Elle initie son code pour les supprimer. L'aspect 2 attaque Kai et il le bloque avec le porte-manteau. Kyoko essaie d'attaquer depuis le dessus avec son marteau morphe, mais l'aspect 2 le bloque avec un bouclier. Plusieurs barres spéciales surgissent autour de Kyoko et elle libère immédiatement la statue du seigneur Alfreya lorsqu'elle se rend compte qu'elle est tombée dans le piège de l'aspect 2. Les barreaux enferment Kyoko et elle est capturée. L'aspect 2 commence l'exécution du code pour éliminer Kyoko du monde actuel. Kyoko libère son réservoir de pouvoir magique grâce à son sort de lumière et cela crée une énorme explosion. La statue sort du cimetière enveloppée dans une bulle. Lord Balmong et Jean attendent toujours dehors et ils reconnaissent immédiatement la statue. Jean se précipite dans le bâtiment, laissant Lord Balmong aux commandes des soldats. Kai reprend conscience et Rin l'informe qu'elle les a protégés avec un bouclier. Sinon, ils auraient été emportés par l'énorme explosion. Kai se rend compte que Kyoko s'est sacrifiée pour garantir leur sécurité, mais il ne pense pas qu'elle aurait dû le faire. Jean entre dans le bâtiment et les repère de loin. Elle les appelle, soulagée qu'ils soient en vie, mais l'aspect d'eux commence à trembler. Kai regarde et observe qu'il essaie de se remettre sur pied. Il se demande comment l'aspect 2 est encore en vie après avoir subi le plus gros de cette énorme explosion. Cependant, il n'attend pas pour le savoir. Il ordonne à René de se retirer avec lui, mais Aspect 2 les poursuit. Ils sortent du cimetière et Aspect capture René. Elle initie sa suppression, mais René évoque la foudre, qui frappe l'Aspect 2. L'Aspect 2 libère René et tombe au sol, mais il se reprend et tente de l'attaquer à nouveau. Kai s'interpose entre eux et arrête son attaque. Il passe à l'offensive et tente de l'attaquer, mais l'aspect 2 génère un bouclier pour le bloquer. Jean tente d'attaquer par le côté, mais elle est également gênée par le bouclier. Lord Balmong attaque sous un autre angle, mais l'aspect 2 reste protégé par le bouclier. L'aspect 2 les repousse et Lord Balmong ordonne à ses soldats de commencer leur opération. Il lance une grenade sur l'aspect 2 et Jean la poursuit avec des tirs de flammes avec son épée. Elle ordonne à Kai de protéger Rin pendant qu'ils retiennent l'aspect 2. Les soldats de Lord Balmong tirent sur l'aspect 2, mais leur puissance de feu combinée le chatouille à peine. Riren revient au front avec la balle qu'elle a forgée. Elle le tend à Jean et l'informe que la balle peut allumer une flamme qui brûle pour l'éternité. Elle la prévient de ne pas rater son tir, et Jean lâche la flèche. Elle reçoit un tir à la tête, et la flèche absorbe le feu autour de l'aspect 2, mais rien ne se passe. Soudain explose, libérant une lumière blanche aveuglante. L'explosion s'apaise et Kai regarde en arrière pour voir l'aspect 2 fonctionnant toujours sans sa tête. Il tente de se rapprocher d'eux, mais tombe au sol. La tête de l'aspect 2 commence à chanter et un portail s'ouvre au-dessus de lui. Kay reconnaît que la réincarnation du monde est en train de se produire. Falin ordonne à ses soldats d'encercler la cible et elle s'en approche contre l'avis de Rina qui tente de la persuader de ne pas y aller. Rarin et Jean suivent Falon et la tête de l'aspect 2 initie la phase 2 de la réincarnation mondiale. Il initie un écrasement du héros mondial et un autre détenteur de code descend du portail. Un étrange personnage se lève et ramasse l'épée. Kai reconnaît le personnage comme étant Sid,
Mais Sid parle avec la voix de l'aspect 2. Kai est énervé que l'aspect 2 imite simplement l'apparence de Sid. Il se précipite dessus et tente d'attaquer à plusieurs reprises, mais l'aspect 2 repousse ses attaques. Rin attaque depuis l'angle mort de l'aspect 2 et frappe avec son sort de foudre. L'aspect 2 s'active et décide de la capturer maintenant qu'elle est à sa portée. Il l'attrape, ouvre un portail et la pousse à l'intérieur. Kai passe à nouveau à l'offensive dans le but de récupérer Rin. Il attaque avec son détenteur de code, mais l'aspect 2 repousse son attaque et l'envoie voler. L'aspect 2 poignarde son détenteur de code dans le sol pendant que Kai essaie de se remettre sur pied. Il regarde l'aspect 2, mais sa vision est floue. Kai prend une minute pour se ressaisir et récupère son porte-code. Il reprend pied et se rappelle qu'il ne combat pas Sid, il n'a donc pas à se retenir. Il invoque la capacité du détenteur du code et coupe l'aspect 2, le blessant. La barre oblique crée involontairement un fossé entre le monde normal et l'espace alternatif où Rin est retenu captif. Rin remarque que la faille apparaît, mais elle ne peut rien faire car elle est enchaînée. Elle n'a aucune motivation pour retourner au combat, mais elle se souvient qu'elle doit continuer parce que Kai a besoin d'elle. Elle brise les chaînes et vole à travers la faille. L'aspect 2 invoque sa propre capacité de détenteur de code et tente de fermer la faille, mais Rin s'envole et pousse Kai hors de portée d'attaque. Kai est heureux de retrouver Rin et elle l'informe qu'elle est revenue combattre à ses côtés. Kai tourne son attention vers le deuxième aspect. Il est certain qu'ils en triompheront car copier les capacités de Sid ne suffit pas à en faire un adversaire redoutable. Il tire sur l'aspect 2 et celui-ci bloque avec son briseur de code, mais la balle brise l'épée. Kai se précipite et attaque avec son épée. L'aspect 2 tombe amoureux de sa feinte et il la fait exploser avec le dragon dans la chambre du pistolet. Kai perd son épée et Ren se précipite pour la lui rendre. L'aspect 2 perd le bras de Sid et une partie de sa forme originale revient. Kai l'attaque par derrière et le frappe avec une charge d'épaule, ce qui l'envoie voler. Rin revient vers lui avec son épée et elle la lui tend. L'aspect 2 attaque Kai avec son tentacule, mais il le bloque avec son épée. L'aspect 2 conseille à Kai d'abandonner car le destin ne peut pas être changé. Cela explique que la réincarnation mondiale se produira inévitablement et que tous ses efforts pour l'arrêter sont inutiles. Kai repousse le tentacule de l'aspect 2 et révèle qu'il n'y a rien de tel que le destin. Il révèle que l'issue du monde n'est pas déterminée par le destin, mais par la détermination inébranlable des gens. Il invoque à nouveau le pouvoir du détenteur du code et coupe les tentacules de l'aspect 2 de toutes ses forces. La puissance de la barre oblique efface complètement l'aspect 2. Kei tombe à genoux à cause de l'épuisement, mais l'idée d'arrêter la réincarnation du monde lui donne de la force. Il regarde Rin qui se tient au-dessus du portail. Elle lance un sort puissant pour le fermer, mais le sort est si puissant qu'il assomme Kai. Alors qu'il est inconscient, Kai a une vision de Rin enchaînée et elle le supplie de la sauver. Il reprend conscience et voit Rina assise à son chevet. Il s'assied et elle le serre immédiatement dans ses bras parce qu'elle avait peur qu'il ne se réveille plus jamais. Elle est soulagée qu'il se soit réveillé. Elle se blâme pour sa situation difficile et elle n'aurait pas pu vivre avec elle-même s'il n'avait jamais repris conscience. Rina révèle que ses sentiments pour Kai ont transcendé la simple amitié. Au départ, elle tolérait les autres humains juste pour pouvoir continuer à passer du temps avec Kai. Mais maintenant, elle veut vraiment qu'il l'aime. Elle lui demande ce qu'il ressent envers elle, mais avant que Kai ne puisse répondre, Riran et Jean entrent dans la pièce. Ils sont venus voir Kai, mais ils ne s'attendaient pas à voir Rin dans une position aussi discutable. Jean se précipite vers Rin et la jette hors de Kai. Elle les réprimande pour avoir adopté des comportements inappropriés à huis clos, surtout lorsque Kai n'a pas complètement récupéré. Jean révèle qu'il dort depuis 3 jours
et qu'il a besoin de prendre un peu de temps pour récupérer complètement. Kai est surpris d'apprendre qu'il est inconscient depuis 3 jours. Riren explique qu'il a perdu connaissance après avoir vaincu l'aspect 2 et qu'ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital de l'armée rebelle de Yulin pour y être soigné. Rin s'est réveillé quelques heures après avoir vaincu aspect 2, mais Kai est resté insensible. Rin et Jean tournèrent leur attention vers Rin. Ils la grondent pour avoir profité de Kai parce qu'il est vulnérable après avoir repris conscience. Ils ne peuvent pas croire qu'elle ait trahi leur confiance comme ça. Mais Renée soutient qu'elle ne faisait que ce qui lui paraissait juste. Elle reproche à Jean d'avoir tenu la main de Kai pendant un temps inconfortable alors qu'il était inconscient et de Riren pour avoir refusé de le quitter toute la journée. Rarande se défend et fait valoir qu'elle restait uniquement pour donner ses médicaments à Kai, rien d'autre. Le lendemain, au coucher du soleil, ils descendent au cimetière dans les plaines frontalières de la Fédération de Yuli. Ils entrent à l'intérieur pour vérifier la statue du seigneur Alfreya qu'ils ont laissée là-bas. Kyoko est avec eux cette fois, mais elle est sous une forme réduite. Kai est impressionné d'avoir réussi à survivre à l'explosion d'une manière ou d'une autre. Kyoko révèle qu'elle n'a survécu que parce qu'elle s'est fendue avant l'explosion. Elle doit absorber une grande quantité d'esprit ou une énorme quantité de magie avant de pouvoir retrouver sa forme normale. Sans cela, elle restera dans son état de nerf pendant 30 ans, totalement inutile et impuissante. Lord Balmong est moins préoccupé par son bien-être que par le fait de veiller à ce qu'elle respecte son pacte avec les humains. Il ne veut pas qu'elle se déchaîne sans provocation, car il sait que ce sera une douleur dans le cou de la maîtriser. Kyoko lui assure qu'il peut facilement l'écraser si elle va à l'encontre de la trêve parce qu'elle est faible et impuissante. Cependant, Lord Balmong n'achète pas sa façade de faiblesse car il a expérimenté son pouvoir à pleine puissance. Rien ne lui enlèvera jamais le souvenir de cette expérience, pas même sa ruse d'innocence. Riren attire l'attention de Lord Balmong sur la statue et elle l'avertit de ne pas l'endommager car il s'exposerait à la colère de toute la race céleste s'il le faisait. Lord Balmong promet de garder la statue en sécurité et de veiller à ce que le cimetière soit complètement interdit. Kyoko souligne qu'ils doivent également donner la priorité à en savoir plus sur le dernier élévateur afin de pouvoir le vaincre définitivement. Leur seule piste est Wrath, le seul héros qui ne fait pas partie de leur coalition. Ils décident de continuer leur voyage pour le retrouver et Lord Balmong propose de leur faire ses adieux. Ils commencent à faire leurs valises avec l'aide de Lord Balmong et de ses soldats pendant que Kai et René regardent le coucher du soleil. René lui demande s'il pense que la statue du héros céleste peut être inversée afin que Lord Alfreya puisse être restauré. Kai révèle que c'est possible, mais il admet qu'il n'en est pas entièrement certain. Sa motivation est de faire de son mieux pour rendre Sid fier car il leur a confié le sort du monde. Il doit continuer à protéger Rhino tout en veillant à ce que la guerre des 5 races prenne fin.